Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. L'Union européenne va-t-elle connaître une nouvelle crise migratoire, notamment à cause de la situation en Afghanistan? On perçoit déjà des tensions dans une ville comme Bruxelles au niveau de la gestion des demandes d'asile. Mais est-ce vraiment dû à un afflux de migrants? On en parle avec Sotieta Ngo, directrice du CIRE, un centre à Bruxelles qui travaille sur les droits des migrants, et avec Rosa Thun, députée européenne polonaise. Voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et d'abord, je vous présente Sotieta Ngo. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du CIRE, un centre qui défend les droits des personnes exilées avec ou sans papier. Et pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on observe une vraie augmentation des demandeurs d'asile en provenance d'Afghanistan depuis la chute de Kaboul, ou c'est peanuts ? On ne peut pas dire que c'est peanuts, ce n'est pas rien, mais on n'est pas confronté à une situation de flux migratoire ingérable. Par ailleurs, ce qui est apparu a déjà été géré. Il n'y a plus maintenant, aujourd'hui, pour le territoire belge, d'arrivée de personnes afghanes qu'on n'aurait pas pu prévoir. Les arrivées ont déjà eu lieu et FEDASIL, qui gère le réseau d'accueil des demandeurs d'asile, a déjà dû faire face à cette situation. On observe quand même des tensions au Petit Château qui gère l'accueil des demandeurs d'asile. Si ce n'est pas dû à un afflux d'Afghans, c'est dû à quoi ? En fait, FEDASIL est en saturation depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc cette année, en ce moment, il y a une saturation qui est liée en partie à une arrivée des personnes afghanes, mais pas sur le territoire. C'est des arrivées dans le réseau d'accueil. Ces personnes étaient déjà pour la plupart présentes sur le territoire. Il faut savoir que FEDASIL a perdu un millier de places d'accueil en lien avec les inondations qui ont touché la Belgique pendant l'été. Et puis il y a eu des personnes qui ont été réinstallées à partir de camps situés à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc cette fois-ci, j'ai envie de dire, la saturation du réseau d'accueil s'explique par ce genre d'éléments. L'année dernière, c'était par encore d'autres choses. Il y avait les arrivées de personnes de Syrie. L'année d'avant, c'était encore autre chose. Donc dire que l'arrivée ou la situation à Kaboul fait vaciller le système d'accueil en Belgique, ce serait erroné. Alors, il y a beaucoup d'Afghans en Belgique, à Bruxelles en particulier, qui sont en situation illégale et qui ont très peur d'être renvoyés dans leur pays, renvoyés en Afghanistan. Est-ce que, vu la situation, ils ont davantage de chances aujourd'hui d'être reconnus comme réfugiés ? Alors on pourrait le croire, on pourrait l'espérer, mais la réalité est probablement est plus compliquée que cela. Il y a en fait au niveau juridique les statuts qui sont reconnus quand une personne introduit une demande d'asile. C'est soit le statut de réfugié, comme on le connaît, c'est celui qui avait été accordé après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a une autre protection qui est liée à une situation de violence sur place. Et comme il n'y a plus de situation de violence, on a déjà entendu les autorités belges se prononcer pour dire que probablement les personnes afghanes auraient moins besoin de protection sur place. Donc ce qu'on leur dit, c'est qu'avec les talibans, il n'y a plus de combat, donc vous pouvez retourner. Alors, ce n'est pas aussi simple et direct que ça, mais en tout cas, le statut de protection subsidiaire, parce que c'est le nom correct, ne sera probablement plus tellement accordé aux personnes afghanes. Par contre, le statut de réfugié qui permet de protéger des personnes qui sont opposantes politiques, par exemple, ou femmes, pour appartenir au groupe social des femmes, devrait plus obtenir le statut de réfugié. Mais pour l'instant, tous les dossiers sont gelés. Donc on ne sait pas encore vraiment la politique qui va être menée à l'égard des personnes afghanes, parce que en vrai, fondamentalement, la situation n'a pas tellement changé pour les personnes afghanes. Il y avait déjà de nombreux demandeurs d'asile et la situation à Kaboul n'a fait que visibiliser quelque chose qui était déjà présent mais moins visible. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous ne devez pas passer des grandes soirées amicales en buvant des pots, c'est Sami Madi, le secrétaire d'État à l'asile. Vous critiquez terriblement son administration. Je vous cite, vous dénoncez des procédures sans critères, opaques et discrétionnaires qui équivalent à une loterie pour obtenir un titre de séjour, notamment pour les séjours humanitaires.
Oui, effectivement, c'est une critique que je formule, mais c'est presque un aveu. Le secrétaire d'État, Sami Mehdi, le reconnaît lui-même. Quand on est sans papier en Belgique, ça n'a vraiment rien à voir avec les réfugiés. Quand on est sans papier en Belgique, soit parce qu'on n'a pas réussi à obtenir le statut de réfugié, soit parce qu'on vient d'un pays où on veut juste avoir un avenir, eh bien, il n'y a pas de critères. On ne sait pas quelles sont les chances que l'on a d'obtenir un titre de séjour. Pourtant, quand on dépose une demande de permis de bâtir, par exemple, on a une administration avec laquelle on peut communiquer et on a un pronostic des critères à remplir. Ici, pour obtenir un titre de séjour, c'est le pouvoir discrétionnaire. C'est l'appellation officielle, mais moi j'appelle ça de discrétionnaire qui tend vers de l'arbitraire, où on ne sait pas qui et en vertu de quoi va recevoir un titre de séjour. Est-ce que vous avez l'impression que parfois ce sont les citoyens qui font le boulot des hommes politiques? On voit que beaucoup de citoyens sont engagés dans des associations comme la plateforme citoyenne à Bruxelles, comme 2,50 € qui s'occupe de donner des repas aux migrants. Sur votre site également, hein, il y a une plateforme qui permet aux citoyens de proposer des aides, de jouer les traducteurs, de faire le chauffeur, de proposer un hébergement. C'est normal tout ça ? Alors, normal, non. Normal, dans une société solidaire, tout le monde devrait pouvoir s'engager, mais en fait, le respect de la dignité humaine ne devrait pas reposer sur les épaules des citoyens. C'est fabuleux, c'est admirable de voir des citoyens s'engager et faire bloc en disant « pas en notre nom ». On a vu les citoyens ces dernières années s'afficher en disant « pas en notre nom, on n'enferme pas des enfants pour leur statut administratif, pas en notre nom, on ne laisse pas des gens dormir sur des cartons dans un parc ». Oui, effectivement, c'est un constat. Les citoyens prennent le relais. C'est salutaire, mais inquiétant, parce que s'ils prennent le relais, ça veut dire qu'il y a des champs laissés complètement en jachère. Et ce n'est pas des champs simplement desquels on peut détourner l'attention, c'est la dignité humaine. C'est vraiment, est-ce qu'on va offrir un hébergement? Est-ce qu'on va offrir un repas et un accès à la santé, par exemple, à des personnes qui ont quitté des zones comme la Syrie ou l'Afghanistan? Alors parfois c'est très simple pour aider les migrants, il suffit de boire une bière. Effectivement, la sans-pape. La sans-pape qui est à côté de vous. Oui. Alors expliquez-nous, c'est quoi ? Alors, la sans-pape, c'est un projet sans-pape pour sans-papier. Sans-pape pour sans-papier. Et visuellement, cette bière, c'est une bière blonde. En Belgique, à Bruxelles, on connaît bien les bières. Et donc, c'est une bière, l'étiquette, elle ressemble à une carte d'identité. Parce qu'en fait, quand on est sans-papier, ce qu'on veut, c'est des papiers. Les sans-papiers, donc la sans-pape, c'est pour déterminer les sans-papiers. C'est un projet qui a été mené par des personnes solidaires pour essayer d'attirer l'attention. C'est vraiment un outil de sensibilisation, mais aussi pour essayer de récolter des fonds pour les personnes sans papier, parce que les personnes sans papier ont des besoins divers, qu'ils travaillent ou pas, mais tout le monde a besoin de pouvoir payer la scolarité de ses enfants, des soins de santé ou une réponse à n'importe quel autre besoin. Donc effectivement, on peut boire des bières et soutenir un petit peu la cause. Eh bien, on la débouchera tout à l'heure sûrement. Et on va accueillir à présent, si vous êtes d'accord, Róża Thun. Elle est députée européenne polonaise. Merci Róża Thun de nous rejoindre. Je vous présente Sotieta Ngo. Vous pouvez vous asseoir. Et vous êtes en Pologne membre de la plateforme civique. C'est le principal parti d'opposition. Dans le passé, vous avez été militante, porte-parole pour les étudiants de Solidarność. C'était avant la chute du mur de Berlin. Vous êtes également comtesse. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander, boire de la bière pour soutenir les sans-papiers, pour soutenir les migrants, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, pourquoi pas. C'est aussi bien symbolique que pratique de soutenir les migrants. C'est de l'argent et c'est aussi un geste de sympathie. Et je trouve que c'est aussi important de rappeler aux gens qui sont allés pour se rencontrer, prendre un bière, qu'il y a les gens qui ont besoin de leur soutien. Donc, je trouve ça une belle idée. Alors, la Pologne, comme la Hongrie d'ailleurs, est un des pays qui a la réputation d'être le plus anti-migrant. Est-ce que ça vous fait mal, cette réputation, ou vous l'assumez ? Elle me fait très mal, bien sûr, parce que d'abord, ce sont les gouvernements qui sont anti-migrants et qui font cette propagande anti-migratoire ou qui font en utilisant tous les instruments qu'ils ont, c'est-à-dire les médias qui étaient jusqu'à présent publics et sont devenus maintenant les tubes de propagande des partis au gouvernement. Ils font peur aux populations de tout ce qui est étranger ou de tout ce qui est une autre religion
ou des gens qui ont une couleur différente, etc. Donc, bien sûr que il y a pas mal de gens qui commencent, qui ont peur même, qui sont influencés par cela. Mais il y a énormément de gens qui se rendent compte qu'on est manipulé d'une façon affreuse, que cette xénophobie, ce n'est pas notre trait caractéristique. Et en ce moment, par exemple, où les drames se passent à notre frontière de l'Est, il y a beaucoup de gens qui d'abord protestent et puis aident. Et oui, qui parce sont qu'il faut prêts à expliquer, aider. il y a des tensions très fortes actuellement à la frontière avec la Biélorussie. Des tensions qui sont un petit peu artificielles. Hein. On accuse la Biélorussie d'aider les migrants à entrer dans l'Union européenne, en passant notamment par la Pologne. Donc ce sont aussi des tensions entre la Biélorussie et l'Union européenne, en quelque sorte. Oui, elles ne sont pas artificielles, elles sont très vraies et les gens meurent. Donc il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Oui, il y a des Loukachenko milliers a ouvert, de migrants qui sont coincés à la frontière. Les Biélorusses les poussent il y et a les migrants les qui sont Polonais venus, refusent. Oui, il y a les migrants qui sont venus par avion à Minsk et Loukachenko les fait venir vraiment. Même apparemment, il les encourage de venir. Et puis, il les envoie à la frontière polonaise, lituanienne et lettonienne, où les frontières sont complètement fermées, où il y a les gardes de frontières hostiles et les soldats biélorusses les poussent vers la frontière. Donc, ils sont coincés. Maintenant, il fait froid. Ils sont coincés entre les deux frontières. Il y en a qui se débrouillent de passer, mais les gardes polonais les renvoient en Biélorussie. Il y a les gens qui meurent, il y a toutes les familles, etc. Et c'est vraiment une situation absolument dramatique. S'il y a les gens qui arrivent à la frontière et disent qu'ils ont besoin de la protection, comment ça s'appelle, internationale. Ce sont beaucoup d'Afghans, des Irakiens, des Syriens. Mais il faut prendre les papiers, il faut leur même aider à les remplir, les applications, et il faut les protéger jusqu'au moment où il y a une décision. Et mais puis le Premier ministre renvoyer polonais a souvent déclaré pas question de migrants et surtout pas de migrants venus de Moyen-Orient et d'Afrique. Mais ils sont déjà là. Il n'est pas soutenu par la population, vous dites ça. La population, je dirais, est très divisée. Il y a même les gens qui sont à la frontière. On ne peut pas approcher la frontière. Il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui veulent aider à la frontière. Mais le gouvernement a introduit zone de sécurité ou quelque chose de ce genre. Il y a un état d'urgence qui a été imposé sur la région. État d'urgence à quelques kilomètres au long de la frontière. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a ni plan, ni stratégie, ni... le plan, c'est de les refuser, c'est de les repousser. Sentiment humain vers ces gens. Sotita Ngo, est-ce qu'on sait en Belgique ce que les citoyens pensent de la question migratoire, accueillir les migrants ou les repousser? Quel est le sentiment dans la population et est-ce que c'est différent au nord et au sud du pays et à Bruxelles? La population, elle est clivée de la même manière, mais toute la population européenne. Il se fait que la Belgique est un assez petit pays, mais situé au centre de l'Union européenne, et donc est traversé par des routes migratoires et est devenu un pays d'immigration depuis belle lurette. Mais il y a le même genre de clivage qui se passe comme en Pologne ou comme en Italie ou en France. Il se fait qu'on a plus une histoire liée à un rôle d'accueil de la Belgique, mais on refuse encore de l'admettre. Il y a vraiment, on le voit, on en a parlé, une grosse partie de la population qui ne veut pas, au nom de la protection des frontières ou au nom des peurs que certaines autorités essayent d'entretenir, détourner le regard. Mais il y a une partie de la population qui, comme en Pologne aussi, a peur. Ces peurs-là, il faut les entendre. C'est une peur de personnes qui fuient des situations qui ont été douloureuses, parfois pendant toute leur vie, des régimes totalitaires, des régimes religieux extrêmes. Et donc ces peurs-là, il faut les entendre. Quand le rôle de mon association, le CIRE, est notamment d'expliquer les choses, d'expliquer en quoi l'histoire de la Belgique, mais l'histoire de la Pologne, l'histoire de l'Union européenne, devrait nous servir d'exemple, parce que tant la Belgique que la Pologne, en fait, on a été des populations qui sommes allées chercher une protection à l'étranger dans notre histoire assez proche. Nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, l'histoire de la migration belge, parce que il faut pas remonter de 100 ans, hein, mais on a pu dire des Belges, ils ne sont pas comme
nous, et c'était en France qu'on entendait ça, ils ne sont pas comme nous, ils ne s'intégreront jamais, ils sont là pour prendre nos emplois. En fait, ces propos-là, on les entend aujourd'hui dans la bouche d'autorités qui veulent essayer de marquer des points. Jouer sur les peurs, c'est un outil tellement facile pour cliver et marquer des points. Effectivement, Rosa Thun, les Polonais, ils connaissent quand même ce que c'est la migration, le statut de clandestin. Dans les années 80 notamment, des dizaines de milliers de Polonais ont quitté la Pologne clandestinement pour aller dans des pays de l'Union européenne, en Belgique notamment. Des Belges ont fait travailler illégalement les Polonais. Donc ce sentiment, cette réalité du migrant, les Polonais, ils savent ce que c'est. Oui, les Polonais savent ce que c'est depuis beaucoup plus longtemps que les années 80. Pendant la guerre, il y avait une grande émigration par le Moyen-Orient dans des pays très divers pendant la guerre, surtout de la Pologne de l'Est. Les Polonais ont aussi expérimenté beaucoup de solidarité d'autres pays, des pays musulmans et des pays chrétiens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui le rappellent en Pologne. Il faut vraiment bien dire qu'il y a beaucoup qui parlent de ces années où les Polonais émigrés ont milliers, beaucoup de Polonais émigrés, et que justement que nous devons aussi exprimer cette solidarité à ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y a justement cette peur. Et ce qui est vraiment très inquiétant, c'est que le gouvernement, au lieu de préparer une stratégie, parce qu'il y aura de plus en plus de migration, même à cause du changement climatique, pas seulement à cause des guerres et persécutions et situations des femmes, etc., mais à cause des changements climatiques, il y aura plus de migration. Mais la solution du gouvernement, c'est de construire un mur à la frontière extérieure. Et de faire une propagande anti-migratoire, n'est-ce pas, de rendre peur aux gens, qui est vraiment une technique horrible et malheureuse et dangereuse pour nous tous. Parce que moi, je vois une seule situation dans une forte Union européenne qui cherche une meilleure solution ensemble. Ce monde est devenu très petit et cette péninsule sur laquelle nous vivons tous, elle n'est pas très grande. Et nous pouvons gérer l'issue de ce sujet qui est un problème, un défi. Un défi. La peur, c'est le pire des sentiments que qui peut nous diriger. Cela dit, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit « L'Union européenne ne financera jamais des barbelés anti-migrants ». Ça vous rassure plutôt ce propos-là? Mais elle a financé, la Commission européenne, le mur en Grèce autour d'un camp pour les réfugiés. Ça s'appelait le programme pour améliorer les conditions de vie dans ce camp. Et finalement, c'était une construction d'un mur. Je trouve ça très malheureux. C'est bien qu'elle déclare qu'elle ne va pas financer les fils barbelés. Et en plus, moi, je trouve que quand on commence à construire les fils barbelés ou les murs, on ne sait jamais finalement de quel côté on se trouve. Où sera le bon côté, où on est derrière le mur ou devant le mur. Il vaut mieux, franchement, de rester ouvert vers le monde et faire d'une politique raisonnable ensemble. Sotita, ça vous rassure quand même un petit peu, cette déclaration d'Ursula von der Leyen, ou vous dites elle changera peut-être d'avis, et d'ailleurs... Mais malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, dans l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des belles déclarations, parfois, qu'on entend, et c'est toujours salutaire. Mais moi, je regarde surtout les actes et les politiques qui sont menées. Et la politique migratoire européenne, si on interrogeait, on faisait un micro-trottoir, d'abord, les gens ne sauraient pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup. Il y a la politique migratoire, il faut vite parler de politique migratoire parce que derrière, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on en retient surtout, c'est Frontex. C'est une agence européenne avec des moyens militaires, des moyens colossaux. Qui est chargée de défendre les frontières extérieures de l'Union européenne. Oui, c'est le prix à payer pour la libre circulation aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Et qui est fortement pointé du doigt pour le moment. Oui, parce que c'est l'agence chargée des frontières extérieures et ce n'est pas juste une agence de sécurité, c'est supposé être aussi une agence qui reconnaît, on ne sait pas comment, au faciès, apparemment on s'est marqué quand on est réfugié ou pas, et reconnaît les personnes, donc va faire les fameux tris que l'Union européenne souhaite faire, les tris entre les bons et les mauvais migrants. Donc c'est une agence qui est là aussi en principe pour venir en aide aux migrants
Et vous dites qu'elle protège davantage les frontières que les migrants. Ben, en tout cas, comment protéger des personnes dont on sait qu'elles sont très abîmées, hein, quand il y a certains régimes en Syrie ou en Afghanistan, on sait que les personnes sont abîmées. Avoir la confiance de ces personnes-là lorsqu'on arrive avec des moyens militaires, et on le sait, effectivement, les financements qui sont censés s'occuper de la mise à l'abri et la protection des demandeurs d'asile sont utilisés plutôt pour construire des camps, c'est des prisons à ciel ouvert. Hein. Ces fameux camps, le camp de la Moria dont on a parlé, qui est en Grèce, qui a connu plusieurs incendies où les personnes, on a des mineurs qui ont fait des tentatives de suicide, et c'est pas 1, 2 ou 3 cas, c'est plusieurs mineurs, beaucoup de mineurs qui ont fait des tentatives de suicide. Vous vous imaginez des enfants, des adolescents qui quittent la Syrie et qui finissent par essayer de mettre fin à leur jour dans un camp en Grèce. Tout ça financé par les moyens de l'Union européenne. Frontex, elle est installée en Pologne, en fait, dans votre pays. Et la Pologne vient de changer une loi qui permet de refouler les demandeurs d'asile, ce qui est totalement interdit en principe en droit international. Ils ont une majorité absolue au Parlement et ils peuvent passer ces lois comme ils veulent. Et ils font passer les droits comme ça justement, et en plus ils le pratiquent. Ils le pratiquent que les gens qui se sont débrouillés de passer tous ces fils de fer, etc., et qui sont rentrés en Pologne, ils les renvoient. Et il faut s'imaginer qu'il fait froid. Ce sont les températures au-dessous de zéro. Et que les gens meurent tous les jours. Et de toute façon, ils sont dans une situation tellement dramatique qu'ils forcent plusieurs centaines par jour de personnes essayent de passer cette file barbelée. Et en plus, on sait tous, et c'est aussi pour Frontex et d'autres agences, on sait tous que les gens dans une situation dramatique, il n'y a pas de mur ou de fil barbelé qui va les arrêter. Ils vont traverser, ils vont migrer de toute façon. Et maintenant, c'est vraiment un grand défi pour nous et pour toute la société européenne de chercher une solution pour cela et aussi de s'engager plus dans le monde, d'aider plus là-bas où il faut aider pour que les gens ne soient pas obligés de quitter son propre pays, son propre village. Ils ne font pas ça pour le plaisir de passer par la Libye, essayer de traverser la mer Méditerranée ou les fils barbelés entre la Biélorussie dans le froid et la Pologne. Rosa Thun, à côté de vous, 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Quel est votre choix? Ça veut dire quoi, une bonne et une mauvaise? Il n'y a pas de bonne et mauvaise question. Il faut l'ouvrir. Il n'y a que des questions. Vous prenez la mauvaise question et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Elle est en français, sûrement. En français. Aimez-vous Bruxelles? Pourquoi une mauvaise? Bien sûr que j'aime Bruxelles. C'est une ville où vous vivez un petit peu ou c'est une ville où vous venez uniquement pour travailler? Je travaille surtout, malheureusement. Je connais Bruxelles trop peu. J'aime beaucoup l'architecture de Bruxelles. Je trouve que, surtout, depuis que je suis ici, et ça fait déjà plus que 10 ans que je viens régulièrement, j'aime bien ces façades des maisons. Je trouve ça très beau. J'aime bien le fait qu'il y a tant de petites places. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une ville tellement internationale. Je suis venue après la pandémie et je me suis assise dans un café en dehors. Et à chaque table, les gens parlaient une langue différente et discutaient et parlaient. Et j'aime beaucoup cette ambiance qui est une manifestation claire qu'on peut être très différents et être ensemble quand même. Et est-ce que vous aimez la cuisine belge, la cuisine bruxelloise? On va faire un test. Elle est très internationale. Regardez, à droite, une fricadelle. Une fricadelle, c'est une spécialité typiquement belge, spécialité bruxelloise, avec une petite sauce andalouse. La fricadelle, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Non. Eh bien, personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est un secret, on ne sait pas. Et à côté, des saucisses polonaises qui viennent de Cracovie, parce que vous êtes originaire, je pense, de cette région-là. Et puis, il y a aussi des petites couronnes. Alors, les petites couronnes, c'est une allusion au fait que vous êtes décoré de l'ordre de la couronne en Belgique. Hein. Vous avez plusieurs décorations, et notamment celle-là. Alors, qu'est-ce que vous préférez, Rosa Thun, la fricadelle ou la saucisse de Cracovie? Vous voyez, je suis de Cracovie, c'est la saucisse de Cracovie, mais je ne mange pas de viande.
Ah, pas de chance. Donc j'espère que dans la fricadelle, il n'y a pas de viande, parce que s'il y a, je vais manger les Oh, couronnes. dans la fricadelle, à mon avis, il y a beaucoup de choses. Mais vous mangerez peut-être un petit bonbon polonais que je vous ai apporté également, avec une vache sur l'étiquette. Et vous vous occupez des consommateurs, en fait, ici, des questions des droits des Beaucoup. consommateurs. Et vous me disiez tout à l'heure que, en fait, les aliments ne sont pas fabriqués de la même manière d'un pays à l'autre au sein même de l'Union européenne. Oui, il y a beaucoup de différences entre la qualité, surtout des produits qui sont vendus dans des divers pays de l'Union européenne. Donc, si on achète un pot de chocolat, je ne vais pas citer une marque, il ne sera pas le même en Pologne et en France. Et il va être emballé de façon identique, mais pas exactement le même contenu. Donc, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de mes collègues, est tel que si c'est emballé d'une façon soit identique, soit très ressemblant, le produit doit être identique. Oui. Et s'il y a les différences, ça doit clairement être marqué sur l'emballage pour que le consommateur sache qu'il achète une autre chose. Et pourquoi il y a ces différences? C'est parce qu'on s'adapte au goût local, en quelque sorte? Ils disent qu'ils s'adaptent Est-ce que vous y au goût. croyez? Non, je ne le crois pas, parce que c'est pas seulement adaptation au goût, mais ils forment le goût aussi, bien sûr, si c'est les produits qui sont vendus en masse. Mais je crois que c'est plus facile de vendre dans certains pays des produits. Par exemple, il y a les fameux Fischstäbchen, comment ça s'appelle, les poissons un peu comme cette fricadelle. Oui. Donc, il y a moins de poissons Poisson pané, oui. Poissons panés. Il y a moins de poissons et plus de pain dans ces produits qu'on vend à l'Est que dans ceux qui vont à l'Ouest, par exemple. Il y a les différences entre la quantité des noix dans le chocolat qui sont vendues. Ma collègue bulgare a fait un test entre l'Autriche et la Bulgarie, par exemple. Moi, j'aime bien cet exemple des thés avec les fruits. Donc, dans certains pays de l'Union européenne, il y a 5% de fruits et dans d'autres, 0,1% de fruits. Il y a des grandes différences, vraiment. Et s'il y a les différences, je ne veux pas dire qu'il faut partout vendre la même chose, mais il faut le faire clair pour le consommateur que ce n'est pas exactement le même produit. Sotieta, vous partez avec la fricadelle ou avec la saucisse de Francfort? Non, pas de Francfort, avec la saucisse de Cracovie. Oh, moi j'adore découvrir l'inconnu, mais je suis très attachée à Bruxelles aussi. Je suis un pur produit bruxellois, né à Bruxelles, belge, mais pas né belge. Et donc j'affectionne tout particulièrement la fricadelle et la multiculturalité de Bruxelles. Donc ce serait des bouchées, en fait, un petit peu de tout. Un peu de tout, très bien. Sotieta Ngo Rosatoun, merci de vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.